J'ai 83 ans et quand les gens découvrent que je vis seule, ils prennent une expression sur le visage que j'ai appris à connaître très bien. C'est quelque part entre la pitié et la panique, comme si je venais de leur dire que je dors sur un toit ou que je traverse des rues très passantes les yeux fermés. Seul, disent-ils, à votre âge? Comme si être seul à 83 ans était un diagnostic, comme si la prescription était la chambre d'amis de quelqu'un d'autre et un emploi du temps à l'élaboration duquel je n'ai pas participé. Ma fille Linda me l'a dit juste au printemps dernier. Elle a de bonnes intentions. Linda a toujours eu de bonnes intentions. Elle m'a appelé un soir et a dit « Maman, tu n'as pas peur d'être là toute seule ?» Et je suis restée avec cette question un moment avant de lui répondre. Parce que la chose dont Linda avait peur, moi étant seule, n'était pas la chose dont j'avais peur du tout. Alors laisse-moi dire ceci clairement, ici même, au début, avant de te dire tout le reste. Je vis seule. Je vis seule depuis 15 ans dans la même maison que Vincent et moi avons partagé pendant les 31 ans avant cela. La même cuisine avec la fenêtre qui donne sur le jardin arrière. Le même grincement sur la deuxième marche. La même odeur de vieux bois et le savon à la lavande que j'utilise depuis avant la naissance de n'importe lequel de mes enfants. Et je te dis, sans espérer, sans prétendre, sans me convaincre un mercredi difficile, je te dis que jamais, en 83 ans sur cette terre, je n'ai été aussi constamment, obstinément, paisiblement heureuse. Maintenant, avant que tu décides que je suis une femme froide qui n'a jamais aimé personne profondément, laisse-moi te parler de Vincent. J'ai aimé cet homme pendant 46 ans. Nous nous sommes mariés jeunes, comme les gens le faisaient, et il n'était pas un homme parfait. Il avait une obstination qui pouvait remplir une pièce et une façon de présenter des décisions comme déjà prises. On va chez David pour les fêtes, pas une question, jamais une question. Et il avait un tempérament qui ne criait pas, mais devenait silencieux d'une manière qui était d'une certaine façon pire. Mais il était à moi, et j'étais à lui, et quand il est mort, doucement, un mardi après-midi, sa main dans la mienne, j'ai sincèrement cru que le monde s'était arrêté. Ce n'était pas le cas. C'était ça, le choc. Le courrier continuait d'arriver. Les oiseaux dehors, près de la fenêtre de ma cuisine, continuaient de chanter comme si rien du tout ne s'était passé. Je me souviens d'être debout à l'évier 3 jours après l'enterrement en lavant une seule tasse de café. Une seule, pas deux. Et en pensant, donc voilà à quoi sonne la solitude. Ça sonne comme ta propre respiration. Ça sonne comme une horloge que tu n'avais jamais remarquée avant. Ça sonne comme le réfrigérateur et la maison qui se tasse et tes propres pas et rien d'autre. Pendant les 2 premières années, je ne vais pas te mentir, c'était dur. Pas dur comme escalader quelque chose, dur comme réapprendre à marcher après que quelqu'un t'enlève une partie de toi que tu ne savais même pas être structurelle. Vincent et moi avions construit une vie si emmêlée ensemble que nous séparer a laissé des fils pendants partout où je regardais. La nuit, je tendais la main vers lui et je trouvais des draps froids. Je cuisinais assez pour 2 personnes et je m'asseyais en fixant la deuxième assiette. J'entendais quelque chose à la radio et je me tournais pour le lui dire, et la chaise vide restait juste là à être vide, ce qui est la chose la plus bruyante qu'une chaise puisse faire. J'ai gardé ces lunettes de lecture sur la table de chevet pendant 4 mois. Je sais de quoi ça a l'air. Mais chaque soir, je les voyais là, et ça voulait dire qu'il était encore un tout petit peu présent. Le matin où je les ai enfin mises dans le tiroir, je suis restée là longtemps. Ce ne sont que des lunettes. Elles ne devraient pas porter ce poids. Mais elles le portaient.
Et puis mes enfants ont commencé à me gérer. David a appelé avec une liste de contrôles, santé, maison, argent, et a raccroché satisfait. Linda appelait tous les jours, parfois 2 fois. Maman, est-ce que tu manges? Maman, est-ce que tu as dormi? Maman, peut-être que tu devrais venir rester chez nous un moment? Elle a un cœur véritablement énorme, Linda en a un, mais elle a une façon de t'aimer qui donne légèrement l'impression d'être administrée. Comme si tu étais une situation qu'elle a prise en charge et elle ne se reposera pas tant que la situation n'est pas résolue à sa satisfaction. Et puis, il y a eu Meadowbrook. Je ne vais pas passer en revue tout ça aujourd'hui. J'ai déjà raconté cette histoire et certains d'entre vous la connaissent déjà. 30 jours dans un établissement que je n'ai pas choisi, dans une chambre qui sentait le nettoyant industriel et la solitude des autres, pendant que mes 5 enfants se tenaient dans un couloir dehors et se disaient les uns aux autres que c'était pour mon bien. Et le fait est, ils le croyaient. C'est cette partie avec laquelle j'ai dû faire la paix. Ils n'essayaient pas de me faire du mal. Ils étaient terrifiés, et les gens terrifiés se saisissent de la solution la plus proche, et la solution la plus proche avait un nom et un tarif mensuel, et une brochure avec des photographies de femmes souriant à des salades. Je suis rentrée à la maison un jeudi après-midi d'octobre. J'ai posé mon sac dans le couloir, et je suis restée là, et la maison était silencieuse. Ce silence spécifique qui vit dans un endroit où une seule personne respire. Et je me suis dit, d'accord, voilà ce que j'ai. Une maison, un corps, un nom, et le temps qu'il reste. Alors, qu'est-ce que je vais en faire? Je n'avais pas de réponse ce jour-là, mais j'avais la question. Et parfois la question est la première chose honnête que tu aies dite depuis des mois. J'ai commencé à noter des choses cette semaine-là, pas pour quelqu'un d'autre, juste pour moi. De petites notes, des choses que je comprenais, des règles que je me fixais, sur la façon dont je voulais vivre, ce dont j'avais besoin, comment j'allais rester dans cette maison et rester moi-même à l'intérieur. Au début, ça faisait étrange d'écrire des choses comme ça, comme si je laissais des instructions pour quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Je suppose que c'était le cas. C'est ma petite fille Claire qui a trouvé le carnet des mois plus tard. Elle a tout lu sans me le dire. Elle est revenue le lendemain et a dit « Mamie, d'autres femmes doivent lire ça ». C'est elle qui l'a mise en ligne. Elle l'a appelé le guide définitif de la liberté. Je me sens encore un peu bizarre à ce sujet, honnêtement. Mais j'y reviendrai à la fin parce que d'abord je dois te dire ce que j'ai réellement appris. J'ai commencé petit quand je suis rentrée de Meadowbrook. J'ai réaménagé le salon. Je sais de quoi ça a l'air. Mais tu dois comprendre que ce salon n'avait pas changé depuis que Vincent et moi avions emménagé. Son fauteuil était près de la fenêtre, un fauteuil en cuir brun qu'il adorait. Mon fauteuil était près de la lampe, un plus petit, placé spécifiquement pour ne pas rivaliser avec le sien. Chaque meuble arrangé autour d'un mariage. Et le mariage était terminé. Et les meubles ne le savaient pas encore. Alors j'ai déplacé son fauteuil. Je l'ai traîné moi-même. Ça a pris 20 minutes et je me suis fait quelque chose à l'épaule qui a protesté pendant 2 semaines. Mais je l'ai traîné dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte. Et j'ai déplacé mon fauteuil, juste à la fenêtre où le sien avait été. Et je me suis assise, et la lumière est passée, et a frappé mon visage, et j'ai compris immédiatement que j'avais passé des années assise au mauvais endroit. La fenêtre était mieux. Elle avait toujours été mieux. Je ne m'y asseyais simplement jamais parce que c'était la place de Vincent. J'ai un peu pleuré. Pas exactement de chagrin, de quelque chose de plus étrange. Le choc de découvrir que tu as encore des préférences, que tu veux encore des choses, que tu n'es pas simplement ce qui reste après que quelqu'un d'autre est parti.
Fais attention à ceci, parce que ça compte plus que presque tout le reste que je vais dire aujourd'hui. Après le fauteuil, d'autres choses ont suivi. De petites révolutions chacune. J'ai peint la salle de bain en jaune pâle. Vincent aurait détesté ça. Il aimait tout blanc, disait que la couleur dans les salles de bain distrayait, ce qui est exactement le genre de choses que Vincent dirait. Mais je l'ai peinte en jaune, et chaque matin, quand j'y entre, j'ai l'impression d'entrer dans une petite tasse de lumière, et je pense, j'ai choisi ça, c'est à moi. J'ai commencé à manger ce que je voulais vraiment pour le dîner, ce qui s'est avéré être le petit déjeuner. Des œufs et du pain grillé à 7 heures du soir, parfois avec une tomate du jardin. Linda serait horrifiée. Mais voici ce que j'ai découvert. Quand tu vis seule, il n'y a personne pour lever un sourcil à propos de tes œufs à 7 heures du soir. Il n'y a personne pour désapprouver une soupe en boîte ou une glace à 11 heures du matin ou de lire jusqu'à 2 heures du matin parce que tu ne peux pas poser le livre. J'ai arrêté de jouer une vie et j'ai commencé à en vivre une. Et j'ai besoin que tu entendes cette distinction parce que c'est la chose la plus importante que je puisse te dire. Pendant des décennies, pendant la majeure partie de ma vie, honnêtement, j'avais joué. Jouer l'épouse, jouer la mère, jouer la femme qui ne se plaint jamais, qui arrive avec un gratin, qui maintient le mariage en vie pendant les années difficiles, qui tient toute la famille ensemble et arrive quand même à chaque événement avec un sourire qui lui a coûté quelque chose qu'elle n'a jamais dit à personne. J'étais bonne à ça, j'étais très bonne à ça, mais personne ne m'a jamais demandé ce que je voulais, et j'ai donné si complètement. Je n'ai rien gardé, pas une heure, pas une décision, pas un seul après-midi qui appartenait seulement à moi. Et quand Vincent est mort et que la maison est devenue silencieuse, je me suis tenue dans ma propre cuisine et j'ai pensé « Qu'est-ce que j'aime réellement ?» Je ne le savais pas. À 80 ans, je ne le savais pas. Ce n'est pas une tragédie, c'est un scandale silencieux qui se produit dans des cuisines partout dans le monde, à des femmes qui ont passé toute leur vie à répondre aux questions de tout le monde et qui n'ont jamais une seule fois posé les leurs. Alors j'ai commencé à le découvrir. Comme une adolescente, mais avec de l'arthrite et une carte de bibliothèque et absolument plus aucune patience pour faire semblant. J'ai découvert que j'adore la radio. Pas la télévision, la radio, celle où tu construis les images toi-même. J'ai trouvé une station qui diffuse de vieux feuilletons le dimanche soir, et je m'assois dans mon fauteuil près de la fenêtre avec une tisane de camomille, et j'écoute, et parfois je m'endors au milieu d'une histoire, et c'est tout à fait bien. J'ai gagné le droit de m'endormir quand je veux. J'ai découvert que j'aime marcher tôt le matin avant que le quartier se réveille. Pas loin, ma hanche a des opinions sur la distance, mais jusqu'au bout de la rue et retour, en passant devant l'orme qui était là avant moi, en passant devant la maison des Henderson avec le portail de travers. 6 minutes si je me sens bien, 12 si je ne me sens pas bien. Mais c'est à moi. J'ai découvert que j'aime ma propre compagnie. Ce n'est pas quelque chose que les femmes de ma génération étaient encouragées à dire. Nous étions censés avoir besoin de gens, avoir besoin d'un mari, avoir besoin d'enfants, avoir besoin d'être utile à quelqu'un. Et oui, j'ai besoin des gens, mais pas de la manière dont on m'a appris à en avoir besoin. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me compléter. J'ai toujours été complète. J'avais juste trop d'autres vies devant la mienne pour le voir clairement. Maintenant, je veux faire attention ici, parce que je ne prêche pas l'évangile de l'isolement. La solitude est réelle, je la ressens. Il y a des nuits où la maison est si silencieuse que le silence a un son, une sorte de bourdonnement, et je pense, je pourrais tomber cette nuit et personne ne le saurait jusqu'à ce que David appelle dimanche.
Cette pensée vient me rendre visite parfois. Je la laisse rendre visite. Je ne la laisse juste pas rester. Parce que voilà ce que j'ai construit à la place. Pas un filet de sécurité, ça sonne trop passif, trop comme attendre de tomber. Une toile. Quelque chose que j'ai fait fil par fil, volontairement, ancré à des choses solides. Il y a ma voisine Bette, qui a vécu à côté pendant 20 ans et qui passe le mercredi après-midi et boit du thé et se dispute avec moi à propos de livres et me raconte des choses sur son jardin que je n'ai pas demandé à savoir et que je suis vraiment contente d'entendre. Il y a Priya de l'autre côté de la rue, une infirmière avec un petit de 4 ans qui s'appelle Sam, qui vient parfois à ma porte en tenant des dessins qu'il a faits. Des poissons qui ressemblent à des pommes de terre avec des jambes et dit « Mademoiselle Laura, c'est pour votre frigo ». Et je le mets sur mon frigo et soudain la cuisine a l'air comme si quelqu'un vivait ici. Quelqu'un qui est aimé de façon petite et imparfaite et ordinaire. Il y a ma petite fille Claire qui appelle tous les jeudis soirs juste pour parler, pas pour vérifier, juste pour parler. Et mon petit-fils Noah qui m'envoie des articles qu'il pense que je trouverais intéressants, ce qui est généralement le cas. Ces liens ne sont pas la même chose qu'une maison pleine, ils ne sont pas censés l'être, ils sont quelque chose de différent, ils sont choisis. Chacun d'eux est choisi. Et c'est ce qui les rend précieux d'une manière que l'ancienne vie, les décennies d'obligation et d'amour et de bruit, n'a jamais tout à fait été. À propos de le guide définitif de la liberté. Je dois être honnête avec toi sur quelque chose. Mon fils David m'a rappelé cette semaine. Il a appelé 3 fois le mois dernier. Il dit que je mets la famille dans l'embarras. Il dit que je mets des choses privées dans le monde qui devraient rester privées, et il veut que je l'enlève. Linda est d'accord avec lui. J'ai pensé à le faire. Plus d'une fois je me suis assise à cette table dans le silence, et j'ai pensé à simplement laisser tomber, parce que j'ai 83 ans et je n'ai pas un courage illimité qui me reste. Mais ensuite je lis les lettres. Des femmes qui sont assises seules dans des maisons qui sont devenues trop silencieuses. Des femmes qui mangent de la soupe en boîte et qui en ont honte au lieu de se sentir libres. Des femmes qui ont déplacé leur fauteuil près de la fenêtre pour la première fois à 78 ans et ont pleuré et ne savaient pas pourquoi. Et je ne peux pas l'enlever, pas encore. Le lien est dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps encore je vais le laisser là. David met la pression et honnêtement, je suis de moins en moins sûre chaque semaine. Mais il est là en ce moment. Si quelque chose que j'ai dit aujourd'hui t'a trouvé, clique dessus maintenant. N'attends pas un meilleur moment, il n'y en a pas. Si cette histoire t'a touché aujourd'hui, laisse-moi un like, ça me dit de continuer. Je lis chaque commentaire que tu laisses ici, chacun, absolument. Alors si tu étais assise dans le mauvais fauteuil, si tu as joué une vie au lieu d'en vivre une, si tu as mangé des œufs au dîner hier soir et que tu t'es senti coupable alors que tu n'aurais pas dû, dis-le-moi, je suis là. Abonne-toi si tu veux continuer à parler. Chaque semaine, je m'assois à cette table et je te dis la vérité sur ce à quoi cette vie ressemble vraiment de l'intérieur. Pas la version jouée, la vraie. Parce que quelqu'un doit le faire. Et j'ai décidé à 83 ans que ce quelqu'un, ce sera moi.